C'est pas les mecs qui vont regarder les vidéos enfin, tu sais de qui je parle, mais ces gars qui font des démos fantastiques sur N8N tout le temps, qui vont après être des utilisateurs du produit. Ils vont l'être un moment, mais tu vois, c'était le gros buzz il y a 6 mois, tous ces gens, ils en parlent plus. J'ai l'impression que ça a été hyper mal compris, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Ou après, c'est encore les gens qui s'amusent à faire des posts un peu putaclic. Et voilà, mais je veux dire, de moi, tout ce que j'ai pu lire, c'est un peu des gens non tech qui ont repris ce cheminement de création d'agents en se disant Cette semaine, on revient sur le Dev Day 2025 d'OpenAI, un événement qui marque un tournant. Ce qu'on retient surtout, c'est cette volonté de rendre l'IA le plus accessible et le plus fluide possible dans son adoption. Parce qu'au-delà de la technologie, c'est une vraie transition générationnelle qu'on est en train de vivre. Pour en parler, je suis accompagné aujourd'hui de Yann et Anthony. Yann s'est plongé dans les nouvelles intégrations et le nouvel agent Kit et nous montrera ses avantages et inconvénients, tandis qu'Anthony va nous aider à comprendre si ces changements vont transformer le monde des développeurs ou pas. Nous avons abordé plusieurs questions au fil de cet épisode. À qui s'adresse réellement ce Dev Day? Quel avenir se dessine pour les agents IA et les développeurs? Et surtout, quelle place l'humain garde dans tout ça? Nous reviendrons ensemble sur les changements que cela implique pour le futur des entreprises et l'état d'esprit nécessaire à avoir pour travailler avec ces outils. On va débriefer les vraies implications de ce Dev Day, pas juste les démos, mais ce que tout cela veut dire pour la suite. Comment allez-vous? ça va super et toi? Bien, merci. Et toi Yann? Top aussi, top top. Nickel. Content de ces nouvelles annonces et de parler de ça aujourd'hui. Ouais, beaucoup de choses, pas mal d'événements à traiter. Donc, on a eu cette première partie un peu sur les outils intégrés. Donc, ça m'a fait pas mal penser à l'aspect code sur le travail typiquement pour intégrer les applications à l'intérieur. Donc, vous, un peu votre retour là-dessus, peut-être Yann, si tu veux commencer. Ouais, ouais. Bah, je pense que enfin, pour moi, c'est le prolongement assez logique de ce qui a déjà démarré depuis plusieurs mois avec les histoires de MCP, donc des connecteurs universels qui permettent au LLM d'aller travailler dans des systèmes externes, d'aller récupérer de la data. Je pense que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas regardé tout le live, mais j'ai bien aimé ce que Sam Altman a dit. Au départ, les LLM, donc les modèles de langue, ces outils qu'on a derrière ChatGPT, derrière Gemini, etc., c'était des outils qui étaient là pour nous répondre à des questions. Et aujourd'hui, c'est des outils qui sont là pour utiliser des outils à notre place. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant. Effectivement, toutes ces grosses apps américaines, type Zillow pour l'immobilier, enfin, voilà, on imagine tout plein de use cases. Je pense que ça, c'est plus orienté B2C. Donc, c'est le client privé, finalement, la personne de tous les jours qui va se connecter dans ChatGPT et qui va vraiment piloter un peu tous ses besoins depuis cette app-là. En tout cas, à mon avis, c'est ça la volonté derrière ces connecteurs. Après, de nouveau, les effets démo, c'est toujours cool. Il faudra voir comment ça fonctionne dans la vraie vie parce que, par exemple, Canva, ça fait des plombes qu'il y a des connecteurs MCP sur Claude et sur ChatGPT. Perso, j'ai jamais réussi à l'utiliser. Ok, ouais, c'est Ouais. comme tu dis, les démos, c'est toujours joli à voir. Mais moi, le premier truc que je me suis dit en fait dans cette présentation, c'est que à terme, en fait, on va avoir plus que ChatGPT ou OpenAI comme interface et beaucoup d'outils passeront par là. Après, j'ai pu regarder très rapidement certains articles où il me semble qu'ils en ont parlé aussi par rapport à la monétisation de ces outils à l'avenir. Et toi, de ton côté, comment tu le vois un peu? Est-ce que tu as des éléments à rajouter? Écoute, moi c'est un peu ce que on avait déjà eu cette discussion avec Yann, mais il y a un petit moment de ça où moi j'avais un peu la vision de me dire de toute façon ils vont tout remplacer. Ça sert à rien de faire des choses, des automatisations, des trucs comme ça. Donc bah c'est clairement leur volonté, hein. C'est un peu ça qui confirme sur cet aspect-là. Après c'est comme l'a dit Yann quoi. Là pour l'instant on est sur un effet démo, relier toutes les applications. Est-ce que après enfin tu vois ils nous prouvent à chaque fois que tout est possible donc je sais pas, c'est dur à prévoir. OpenAI comme interface globale pour tout le reste, j'y crois pas. En tout cas alors peut-être pour d'un point de vue consumer, enfin client privé à la fin, pourquoi pas. Entreprise, sûr que non. Je ne pense pas en tout cas. Mais trop cool, très très cool ce qu'ils ont fait. Très très cool. Ok, ça me permet de balancer sur le deuxième point sur lequel ils en ont discuté un peu, l'agent Kit du coup.
Donc on a Hmm. pu avoir cette démo incroyable de création de deux agents en moins de 8 minutes. Euh, je sais qu'Yann, toi, c'est quelque chose que tu t'es empressé de tester. Donc, à quel point ça marche, enfin, de toute manière, ça vient de sortir, donc c'est clair qu'il faudra un peu plus de maturité à l'outil. Mais pour toi, quelles a été les premières limites là-dessus et ce qui a concrètement marché pour toi? Bah, si tu veux, alors première chose, leur builder, là, au niveau de l'UI, donc de l'interface, de la simplicité, je trouve aussi, tu vois, il n'y a pas 30 millions d'options, etc. Il est Hmm. vraiment bien fait. Ça, j'ai trouvé hyper cool. Et moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, enfin, ce qui m'a plu dans leur démo, c'était en fait, pour moi, on doit évoluer d'un mode chat qui reçoit du texte et qui envoie du texte, vraiment vers quelque chose de plus multimodal, mais aussi des UI un peu générés, donc des petits composants, des widgets. Et ça, j'ai trouvé hyper cool. Donc, c'est leur fameux widget builder. Je peux peut-être vous partager après un de trucs que j'ai testé. Ouais, je Maintenant, suis chaud. ce qui a confronté, enfin, ce à quoi j'ai été confronté tout de suite, et je pense que ça va être la douche froide pour ceux qui s'y mettent, c'est que bah, c'est pas parce que tu as un builder facilité que en 2 temps, t'as ton workflow qui fonctionne. Je pense que justement, ce mode un peu agentique, cette utilisation d'outils, ces choses-là, ce que peut-être Anthony fait plus et qu'il pourra partager sur des solutions comme LangChain et compagnie, qui étaient finalement des frameworks qui existaient déjà. Peu importe que tu aies un builder ou que tu le fasses avec du code, il y a toute une architecture et une compréhension à avoir de comment ça fonctionne. Enfin, justement, comment tu paramètres les outils auxquels ton agent peut avoir accès. Là, en plus, tu as justement les paramètres d'output. Ça marche pas, après, il faut reprendre. Il y a le côté de l'évaluation, il y a les guardrails. En gros, tu vois, je trouve ça hyper cool parce que pour quelqu'un comme moi qui code pas, bah, ça me permet d'aller essayer, commencer un peu à vraiment me familiariser à cette notion d'agentique. Mais concrètement, tu vas voir, ça va faire un effet de mode sur les réseaux. Et puis d'ici peu de temps, on n'entendra plus parler parce que finalement, les gens, ils n'auront pas réussi à faire ce qu'ils veulent. Parce que je pense que pour sortir un agent assez complexe, il faut passer du temps dessus, quoi. Ouais, c'est déjà en train de faire cet effet de mode. Enfin, sur LinkedIn, je pense que j'ai vu 25 posts Mm. sur, sur ce mode-là d'OpenAI. Mais moi, j'ai une question, quelque chose que j'ai pas très bien compris. C'était qui la cible de cette intervention d'OpenAI hier, tu vois? Il parlait à qui sur ce Dev Day? C'était à des gens lambda ou c'était vraiment à des développeurs ou des techos, d'où le Dev Day, hein, c'est ce que j'imagine Ouais. bien, mais parce que au final, c'est ce qu'on dit, ce que Yann a très bien dit, c'est de se dire, ça simplifie la chose, mais ça reste quand même complexe et ça reste pour des personnes qui ont une compréhension tech à minima, en tout cas. On parle pas de savoir coder, vu que c'est du no-code entre guillemets, mais ça reste super complexe à mettre en place, quoi. T'as plein de notions, de choses à savoir, qui sont essentielles pour faire ce qui a été montré hier. Je pense que moi, en tout cas, bah, je sais que c'est une discussion que on a pu avoir aussi pour Anthropic, mais moi je pense qu'ils essaient de toucher assez largement en faisant de la segmentation. Donc, on va dire qu'on a ChatGPT, bah, c'est quand même des millions d'utilisateurs, donc des gens qui 800 l'utilisent, millions. voilà, tu vois, des gens qui l'utilisent comme Google, comme pour une pratique professionnelle. Là, moi, de ce que la présentation qu'ils ont fait hier, il me semble que c'était quand même quelque chose plus appuyé sur les développeurs, même si les deux premières Mhm. parties, ils mettaient en avant la simplicité d'utilisation en disant, en voulant montrer aux personnes, bah écoutez, regardez comment c'est simple d'utiliser pour tout le Ça. monde. Donc, je pense qu'ils ont conscience aussi de ce fait que tout ce qu'ils sont en train de sortir, c'est quand même des gens qui sont très early qui vont les utiliser. Et donc, beaucoup des développeurs ou des entreprises qui travaillent avec ça, bah, comme vous notamment. Et je pense que indirectement, ils essaient de s'adresser à tout le monde, mais directement, justement, plus aux développeurs et aux entreprises. Ouais, bah, pour moi aujourd'hui, non, hier c'était clairement c'était clairement adressé aux devs. Pourquoi? Mhm. Parce qu'aujourd'hui, de nouveau, pour qu'il y ait une utilisation, bien sûr, les gens utilisent ChatGPT, mais c'est très orienté besoin privé, on va dire.
Il y a qu'à regarder un peu, hein, ils ont sorti une stat des pourcentages de conversations. Enfin bref, c'est pas sur les milliards de conversations, mais quand même, je crois que c'était sur 1 million de conversations ou un truc comme ça qu'ils ont piqué au hasard. C'est des usages très privés actuellement. Et de Ouais. nouveau, s'ils veulent étendre finalement l'utilisation de l'outil à des trucs un peu plus, bah justement, ça reste privé, mais pouvoir aller préparer ses voyages, interagir dans des apps immobilières et autres là-dedans. Et pareil pour la construction d'agents, pour les trucs plus B2B. Bah en fait, ils ont besoin que les devs, enfin que le travail soit facile pour les devs, parce que ça reste des devs qui vont construire ces applications, qui vont se connecter dessus, ça reste des devs qui vont construire des agents. Et donc pour qu'il y ait de la masse qui utilise ça, à mon avis, aujourd'hui, ils ont besoin de l'aide des devs externes, qui deviennent quand même assez fans du produit en plus, hein. Je pense que OpenAI, il y a beaucoup de fans, surtout dans les gens tech. Alors il y a des gens qui les aiment moins, voilà, mais il y a un peu ce côté, enfin on a presque l'impression que c'est des keynotes Apple. C'est Mais clair. on voit qu'il y a quand même en fait, il y a un produit au milieu. Eux, ils ont de la chance parce que finalement, ils sont vraiment sur le bon trend. Ils ont l'intelligence via leur modèle. Et après, il y a tout un tas de produits qui vont se construire autour. Et ces produits, bah, il faut des devs pour les construire. Et après, il faut des users pour les utiliser. Donc là, je pense que c'était clairement adressé aux devs. Mais en montrant à des devs de nouveau et en montrant à tout Twitter, etc., à quel point ça va être facile et à quel point le marché sera grand, tu vois, c'est genre, ils ont dit, c'est l'App Store, enfin, j'ai vu pas mal ça Ouais. sur Twitter, c'est the App Store moment of AI ou je sais pas quoi. Bah, du coup, tu vois, les mecs qui vont être enthousiastes parce qu'ils vont se dire, on va gagner de l'argent avec ça, on va pouvoir construire des choses et on se positionne dans cette niche, bah, c'est les devs. Donc actuellement, on est encore dans cette phase. C'est clair, mais en fait, je posais la question parce que enfin, si tu veux, DevDay, c'est ce que je t'ai écrit hier sur Slack, mais j'ai l'impression que ça a été hyper mal compris, en tout cas de ce que j'ai pu voir, ou après, c'est encore les Hmm. gens qui s'amusent à faire des posts un peu putaclic, et voilà, mais je veux dire, de moi, tout ce que j'ai pu lire, c'est un peu des gens non tech qui ont repris ce cheminement de création d'agents en se disant, putain, bah, c'est facilité pour tout le monde, maintenant c'est fini, terminé, quoi. C'est ça que j'ai voulu un peu relever en disant. Bah, encore une fois, la parole qui est prêchée maintenant, c'est ça, mais c'est pas forcément la bonne, du coup, il faut remettre l'église au milieu du village aussi, de ce point de vue-là. Ouais. Non, mais clairement, mais tu vois, là, je suis sur Twitter et premier post, voilà, OpenAI, c'est plus juste un modèle de fondation. Ils viennent sur la couche de l'applicatif. Des Ouais, outils comme N8N, Make, etc. sont foutus. Enfin, je crois que ouais, j'ai déjà vu une mini à YouTube, bien sûr. The End of N8N. De nouveau, regarde aujourd'hui dans les non-tech ce que les gens font avec N8N. Que dalle, à part de nouveau Clairement. des vidéos avec des titres qui attirent. Il y a rien de, enfin, tu vois, la puissance de N8N, il y a personne qui l'a exploité jusqu'à là, et je pense qu'elle Non. est pas tout à fait la même mais clairement, ouais, c'est toujours Par, la même par boucle. contre, il y a un point intéressant qu'on pourrait dire, et ça, franchement, c'est un peu ce que je pense vraiment, c'est que sur ce sujet de N8N ou Make, est-ce qu'ils sont morts? Bah, il y a quand même le fait que N8N, c'est ce que j'en parlais à Yann hier soir, c'est qu'N8N a été propulsé par les agents IA qu'ils ont réussi à mettre en avant. N8N sans cet aspect agent ne serait pas ce qu'ils sont actuellement, on n'aurait pas levé les fonds qu'ils ont levés actuellement. Donc le fait que les gros labos viennent avec une concurrence directe à tout ça, ça pose quand même question par rapport au futur d'N8N, surtout que bah, ça m'a l'air plus simple, beaucoup mieux intégré, ce qui n'est pas la force d'N8N en vrai. Ça reste quand même un peu complexe pour des gens qui sont non tech. Donc tu vois, c'est pour ça le truc. Est-ce que c'est non tech? Est-ce que c'est pour les devs? C'est toute la question que je me pose. Ouais, bah, je La pense. cible finale. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, de nouveau, pour mettre mis dedans quelqu'un de non-tech qui va rien sortir de ça. Il est foutu, ouais. Parce que malgré tout, bah, tu as des concepts de variables, Hmm. t'as le passage des variables d'une étape à l'autre. Enfin, ça reste complexe, hein. Je crois qu'il n'y a pas de miracle et pour l'instant, on n'y est pas. Et je sais pas si on y sera un jour d'ailleurs à la simplicité qui est vendue partout. Après, de l'autre côté, tu vois, je me dis N8N finalement, bah justement, ils ont été mis sous le feu des projecteurs grâce à tous les influenceurs IA et grâce à tout ce buzz. Ouais. Et maintenant, finalement, est-ce que ils ont besoin, si tu veux,
de toujours avoir cet engouement, etc. Et parce qu'au final, tu vois, c'est pas les mecs qui vont regarder les vidéos enfin, tu sais de qui je parle, mais ces gars qui Mhm. font des démos fantastiques sur N8N tout le temps, qui vont après être des utilisateurs du produit. Ils vont l'être un moment, mais tu vois, c'était le gros buzz il y a 6 mois, tous ces gens, ils en parlent plus. Ouais, maintenant, ça sera OpenAI et Gen Builder. Par contre, je pense que N8N, du coup, ça les a mis en lumière et ils ont trouvé leurs clients sur justement des équipes IT qui ont besoin de choses simples pour orchestrer des flux, enfin tu vois, tout ce qu'on connaît qui est très puissant avec N8N, quoi. Prototype. Ouais, bah, je suis d'accord, mais du coup, ça serait l'idéal en fait, parce que je sais pas le modèle économique derrière, et est-ce que c'est les gens lambda qui font ces tests qui est leur plus grosse source de revenus, pardon, Ouais. ou est-ce que c'est leur modèle entreprise qu'ils essaient de mettre en avant aussi? En fait, c'est ça, c'est là, est-ce qu'ils vont réussir à faire la conversion ou pas? Mais enfin Ouais. bref, c'était un chapitre un peu que j'ai ouvert où je savais pas trop où j'allais. C'était intéressant. Ouais, mais c'est un point intéressant. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose depuis un petit moment, cette orientation B2C, B2B. Mhm. Je sais que pour Anthropic, et puis ben, on a pu le voir aussi pour Mistral en France, c'est beaucoup Ouais. B2B en fait qui ramène, excusez-moi, qui ramène de l'argent en fait à ces modèles-là et qui les rend viables, hein. Beaucoup de gens se plaignent de payer 20 francs des fois de ChatGPT parce qu'il répond pas correctement à la question. Euh, le point où je voulais basculer, c'était qui m'est venu, c'était sur cet aspect code. Donc ça a été un peu la dernière partie du Dev Day de hier. Ils ont Euh, allumé les lumières. mais je voulais venir là-dessus parce que je sais que il y a encore quelques temps, en tout cas moi de ce que je voyais, ChatGPT ou leur modèle Codex, c'était pas du tout quelque chose de fortement apprécié pour l'utilisation et de l'aspect code. Je sais que toi, Anthony, tu l'utilises aujourd'hui avec parcimonie. Donc toi, typiquement, qu'est-ce qui t'a fait aller sur Codex, par exemple? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait basculer un peu sur Codex pour des utilisations un peu plus précises? Et est-ce que, avec ce qu'ils ont présenté hier, est-ce que tu sens que Codex va avoir plus d'importance à ce niveau-là ou pas? Moi, j'ai pas basculé sur Codex, hein. Moi, j'utilise Anthropic de manière générale avec Claude Code pour tout ce qui est développement. Codex, j'utilise un peu, mais je pense un peu comme tout le monde, hein. J'ai l'impression que c'est un peu l'utilisation, un peu en mode renfort, quand tu veux essayer de faire une tâche un peu plus précise, ou bien quand tu es au bout du rouleau à ne pas trouver comment débugger quelque chose. Mais en fait, ils ont surtout annoncé GPT-5 Pro. C'est ça le modèle annoncé, hein, c'est le GPT-5 Mhm. Pro, qui pourrait être intéressant. Codex en tant que tel, je pense pas qu'il peut remplacer Claude Code, mais ils ont aussi leur CLI maintenant, de toute façon, OpenAI, sauf erreur. Donc, ça va être plutôt à ce niveau-là que ça va être intéressant. Mais encore une fois, c'est comme on disait dans la dernière vidéo, enfin, ils se tirent tous la bourre, il y en a un qui est mieux, il y en a un qui sera mieux demain. Enfin voilà, je suis pas sûr qu'ils vont prendre le lead sur le développement. Je pense pas. Ils sont tous bons. Anthropic sont bons, OpenAI sont bons. Gemini, je sais pas. Mais Ouais, il y a un nouveau modèle, c'est le seul qui a réussi à me débugger dimanche sur un truc. ouais. Il s'appelle Cheetah, c'est un modèle du coup qu'on ne sait pas de chez qui il est, certains suspectent c'est Gemini 3. Ah, j'ai vu Voilà, passer ça. en fait, tu vois, au bout d'un moment, avec l'expérience, alors moi du coup, j'ai pas une expérience dev, j'ai une expérience vibe coding. Quand je suis bloqué sur Claude 4.5, qui est le modèle actuel, qui franchement, je trouve qu'au final, après quand même de l'utilisation assez intensive sur le code, il n'y a pas une monstre différence du tout avec Claude 4, Claude 4, ouais. enfin Claude Sonnet 4.0. Je passe à GPT-5 Codex, qui est quand même hyper bien fait, surtout en fait leur outil. Là, j'ai testé un peu dans Cursor, mais leur outil, en fait, en ligne, il est trop bien fait. Au niveau de lui, au niveau de... Je trouve qu'OpenAI, pour ça, ils sont quand même vachement Ouais, forts. bien C'est sûr. le côté UI, le côté produit. On voit qu'ils ont une forte... ils vont vraiment vers le produit. Et après, du coup, bah, tu vois, maintenant, j'ai un truc bien précis qui m'embête. Je vais demander à Codex de me faire 2 versions. Je prends les 2 versions, donc je prends ce qu'il m'a dit par rapport aux 2 versions. Ils ont un plein de mode maintenant qui te permet aussi de pas lancer dans le code, mais juste d'analyser et de donner une solution. Donc tu peux demander 2 versions différentes. Je prends les deux, je vais dans Claude et je lui dis voilà, laquelle est la plus solide selon toi, j'implémente, ça marche. Mais du coup, tu vois, c'est toutes des, enfin, oublie, il y a pas un modèle. Je pense que c'est une question d'affinité, c'est une question C'est que de jour ça, après ouais. jour. Les choses, elles sont, voilà.
Oui, et moi c'était ça la question que je me posais pour Anthony. Est-ce que des fois pour des éléments un peu plus précis, est-ce que tu bascules sur Codex pour avoir en gros un aspect, un avis extérieur sur certains éléments sur lesquels tu peux être bloqué, comme Yann vient de le dire, quoi. Ouais, des fois, mais encore une fois, j'ai une utilisation un peu. Enfin, on n'utilise pas Yann et moi de la même manière, si tu veux, ces outils de développement. Donc, je dirais oui, mais pas de manière récurrente. Tu vois, sur Claude Code, typiquement, tu lui enlèves son contexte, tu peux clear la conversation. Mhm. Parce qu'en fait, c'est souvent pour ça qu'on utilise un autre modèle, j'ai l'impression. C'est quand Quentin, il est un peu bloqué et qu'il tourne en rond, bah, en fait, tu Mhm. changes. Mais en fait, tu fais pas. C'est pas le fait de changer de modèle qui est intéressant. C'est le fait d'avoir un contexte tout neuf et une vision un peu tout neuve du problème qui va te donner des meilleurs résultats. Souvent, c'est ça, hein. Je dis pas tout le temps, mais souvent, c'est ça. Donc, en fait, juste de clear la conversation sur Claude Code et puis de relancer sans problème, si vraiment ils tourneront. Pour ceux qui savent quoi je parle, bon, franchement, ça fait la même chose. Ouais, exactement. Bah, c'était justement ça que je voulais savoir, ou si c'était encore pour Hmm. des utilisations autres, où tu voyais des limites à Claude et que Codex était meilleur ou pas du tout. Non, je vois pas Non, de mais limite dans après, de ton truc. manière générale, je dirais dans tous les domaines, mais dans le code, je pense que il y a peut-être encore plus de compétition parce que justement, c'est des gens Ouais. qui ont une affinité tech et il y a ce phénomène maintenant de tous les gens non tech qui peuvent commencer à créer des choses. Alors que c'était un peu, et ça, c'est finalement, pour moi, c'est la plus belle révolution qui est en train de se produire là. Même s'il y a tout un tas de problèmes. Mais du coup, il y a une monstre émulsion autour de ces logiciels qui sont capables, enfin de ces outils d'IA qui sont capables de créer des logiciels, donc des agents complets, vraiment. Et je pense qu'en plus c'est la plus belle utilisation du mode vraiment agentique. Tu vois, quand tu as des trucs qui tournent 2 3 heures, enfin bref, on en a déjà parlé. Mais du coup, bah voilà, ils se talonnent de vachement près, quoi. T'as Claude qui est quand même exceptionnel pour le code. Après, bah voilà, GPT qui a contrecarré avec GPT-5 Codex, qui est un modèle vraiment entraîné pour le code et pour le raisonnement agentique. Du coup, Gemini, je pense ils vont attaquer fort aussi là-dessus parce que du coup, depuis 2.5, donc Gemini 2.5, ça fait longtemps qu'ils n'ont rien sorti. Ils en ont aussi un que j'avais d'ailleurs testé qui s'appelle Jules, qui est l'équivalent de Codex en gros, des premières versions de Codex. Mais du coup, effectivement, ces modèles, ils se, ils se suivent de très près et les tendances elles changent et je pense qu'il faut éviter de trop se dire ouh là là ça c'est mort faut que je change d'outil. Au contraire en fait Surtout il faut pas avoir faire une ça. stack multi Mhm. LLM et de nouveau ça peut t'as un problème sur un où tu cherches de la créativité aussi c'est aussi ça hein. C'est pas que le code qui marche et tout des fois c'est aussi d'être un peu créatif faire des jolis composants des trucs tu vas demander à un à l'autre tu les fais travailler ensemble enfin c'est assez mais il y a assez peu d'attaches, je crois, à ces modèles. Enfin, c'est un peu la fast fashion des modèles, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu t'adores un truc pendant 2 3 semaines, il y en a un nouveau qui sort, tu testes et tu dis, waouh, il est incroyable. Et après, tu fais plus celui-là et tu reviens. Donc, il n'y a pas de. Ouais, Je ça c'est pense sûr. qu'on est plus sur des cycles où les gens, ils étaient attachés, tu vois, comme à l'époque, t'achetais une bagnole, t'achetais une VV Golf et t'achetais la numéro un la numéro 2 et il y a des gars qui en ont encore 70 ans après, peut-être pas 70, mais en tout cas des dizaines d'années après. Aujourd'hui, je pense que sur ces outils-là, étant donné que c'est en constante évolution, ébullition, bah, il y a beaucoup moins d'attaches pour l'instant. Même s'il y a sûrement des mecs qui se sont tatoués les logos download des outils, quoi. J'ai vu qu'il y a un gars qui s'est tatoué Lovable sur le bras. Ah ouais. Génie. Yann, t'as effleuré le sujet de l'agentique. Donc, Ouais. je pense que pour les personnes qui ont vu nos vidéos, donc savent très bien faire la différence. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de voir un peu du coup ce que tu as pu faire avec leur agent kit et ce que tu n'as pas pu faire. Ouais, bah, pas grand-chose pour être très honnête jusqu'à présent. Je pense qu'en fait, je suis surtout confronté à une problématique de à quel point je dois découper mon flux. Parce qu'après, je suis pas parti non plus sur un flux très simple, tu vois. Je pense que si par exemple, je devais nous construire là un agent qui nous aide à faire nos factures, et n'importe quoi, ce serait plus facile parce que je verrais assez l'idée. Il va d'abord rechercher dans une liste de clients, il va rechercher dans le CRM avec les outils, etc. Mais en fait, je voulais construire tout simplement un générateur de chartes IA, puisqu'on nous les demande souvent. Et si tu veux, l'autre jour, je suis parti sur. Après, je peux peut-être
partager mon écran. Mais du coup, l'autre jour, je suis parti sur, dimanche par hasard, je suis parti sur Cursor et j'ai dit voilà, j'aimerais utiliser AI SDK. C'est une sorte de kit d'UI, donc d'interface graphique pour l'IA, qui intègre un peu tous les schémas API du marché, style OpenAI, etc. Et je voulais en fait, tu vois, un chat un peu dynamique dans le sens où il dit hello, alors on va faire ta charte, dis-moi qui tu es, tu lui dis le nom de ta boîte, et après, par exemple, plutôt que de te dire donne-moi maintenant le nom de ton entreprise en texte, il génère un petit composant avec entreprise, enfin type d'entreprise privée, organisation publique ou assos par exemple. Et après la personne clique, enfin tu vois. Et je voulais un artefact, c'est-à-dire que la charte elle se génère à droite de manière dynamique, un petit peu comme on a l'habitude de l'avoir. Et du coup, bon, je me suis amusé vite fait, tu vois. Donc, j'étais bloqué à un endroit, mais j'ai quand même pu un peu expérimenter ce que c'était. Et justement, par exemple, ce fameux petit widget où tu as des boutons à cliquer, c'est un outil. C'est un tool que l'agent va appeler. Et donc, du coup, voilà, ça m'a fait réfléchir à ça. Et puis, je me suis dit hier, ouais, super, je vais me lancer à 21h30 là, essayer de créer un agent sur l'Agent Builder. Et donc du coup, je peux montrer un peu comment ça fonctionne, hein, mais pour l'instant, je suis pas arrivé très loin. Je pense que ça Chaud de voir, refera le parce que moi sujet. j'ai vu que des vidéos sur LinkedIn. Donc, Après, c'est vrai, Ouais, comme tu disais, en tout cas, lui, ouais, c'est propre. hyper Franchement, épuré, ça a l'air hyper simple à utiliser. Ouais. c'est hyper. Là, alors lui, elle est facile, ça y a aucun souci. Donc t'as un start finalement qui est obligatoire. Logique, ton workflow il doit bien démarrer quelque part. Et après en fait tu viens simplement, c'est comme N8N, enfin comme tous ces trucs de Node, tu viens connecter tes briques. Et donc du coup ici effectivement par exemple tu vois là la variable d'entrée, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant apparemment tu vois on peut rentrer ici que du texte. Après on peut ici définir des variables d'état. Et puis on passe ça à notre première brique qui est un agent. Puis l'agent, c'est comme finalement c'est comme toujours dans un LLM qui a accès à des actions et des outils. Ici on lui donne son instruction. Donc typiquement, je sais pas moi, tu es le modérateur de la chaîne YouTube et Academy, j'ai n'importe quoi. Voilà, et ensuite, ça c'est l'instruction système qu'on donne à l'agent. Puis après, par exemple, ici, dans le contexte, je peux lui donner l'input, tu vois, donc ce qui est venu d'avant. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu le dev, le JavaScript, les variables, les trucs comme ça leur parlera. Et ici, je sais pas, par exemple, on va dire, tu réponds à des questions de base sur la chaîne, par exemple. Ensuite, tu as pas mal de petits paramètres, mais tu vois, qui sont assez no-code quand même, du style, tu viens choisir le modèle, en fonction du type de modèle, tu choisis à quel point il doit raisonner ou pas. Et c'est là où je trouve intéressant, tu vois, tu peux venir prendre des outils. Et dans les outils, de nouveau, ils ont assez bien fait les choses, puisque, par exemple, ici, tu vois, si bêtement j'avais des transcripts ou de la documentation que je devrais mettre comme étant des données de contexte pour cet agent-là, pour cette brique-là, je pourrais aller faire du file. Et tu vois, dans un file, je peux tout simplement uploader ici mes fichiers, donc mes bases de connaissances, et du coup, l'agent, il a accès à ça. Pareil pour le format de sortie de l'agent, justement, j'ai ce fameux nouveau truc de widget. Et tu vois ici, pour te montrer, j'en ai fait quelques-uns hier. Par exemple, c'était quoi? Ça, genre. Voilà, tu vois. En gros, tu peux faire des petits widgets. Celui-là, je l'ai généré justement sur le widget builder. Donc, tu vois, si je viens ici sur Edit, je me retrouve... pardon, je pense que vous n'avez pas mon écran. Tac. Je trouve que ça, c'est quand même assez bien foutu. T'as enlevé ton écran, là, gars. Ouais, je sais. Je suis en train de le remettre. Donc, par exemple, le widget builder, il ressemble à ça. En gros, tu as une galerie de composants, tu vois, déjà qu'ils ont mis. Et typiquement, c'est quand même 1000 fois mieux. Imagine, tu as un agent qui doit, sur la base de différentes actions et différents outils qu'il a à disposition, t'aider à créer des mails. N'importe quoi. Je sais qu'Anthony n'aime pas cet exemple des mails. Mais du coup, tu vois, plutôt que quand tu es via WhatsApp, les vieux agents qu'on faisait, voilà, il dit, voilà le mail que j'ai préparé, il te balance du texte un peu brut comme ça. Puis ici, tu vois, c'est quand même beaucoup plus sympa si ton interface de chat, elle vient te passer comme ça un petit widget qui ressemble à un email et puis que tu peux, tu vois, ça,
c'est des détails, mais je trouve que c'est des détails qui comptent. Très Pareil, stylé. pour la météo, c'est la même chose. C'est assez logique. Tu demandes la météo, tu as un agent qui a la capacité de te donner la météo en live selon la localisation. C'est toujours plus sympa d'avoir un truc genre iPhone que d'avoir il fait pas beau chez toi, quoi. Mhm. C'est plus parlant. Même Et chose. donc là, c'est des gens qui codent ces petits Alors, widgets et qui les mettent à disposition. Pour l'instant, c'est que OpenAI. alors, pour l'instant, ça, c'est une galerie de templates OpenAI. Et Mhm. ensuite, toi, ici, t'as des icônes à disposition. T'as des différents composants, en fait, qui sont tout faits. Et toi, tu peux créer un widget comme ça, tu vois. Donc là, tu viens dans ton, et tu vois, ça ressemble à du GPT, hein. Tu dis, je sais pas, un widget, pour sélectionner, le canton roman, je dis n'importe quoi. Après là, tu pourrais, je pense, lui passer. Ça va sûrement évoluer. Hein. Mais en fait, il te crée le widget tout fait. T'as plus qu'à le télécharger en fichier JSON et tu peux après l'intégrer comme output dans tes différentes briques d'agents. Donc ouais, C'est c'est très assez cool. sympa. Par exemple, ici, j'avais fait, voilà, je voulais juste, tu vois, plutôt que la personne, de nouveau, pour avoir quelque chose de plus structuré quand tu demandes un nom de boîte, bah, que la personne, elle ait une sorte de champ d'input comme ça et qu'elle puisse mettre le nom de son entreprise, tu vois, ou un choix unique, voilà. Et donc, c'est d'après, tu vois, ça reste du code derrière et qui s'intègre dans les outils. Donc, je trouvais ça assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, effectivement, tu peux venir les intégrer ici. Et après, voilà, de nouveau, tu as différents outils. Par exemple, là, si tu prends le MCP, là, le MCP, tu vois, de nouveau, c'est les connecteurs qu'on commence de plus en plus à connaître sur l'interface ChatGPT orientée business, sur la version équipe. Donc, tu as tous les MCP standards qui sont vraiment approuvés OpenAI. Donc, il n'y en a pas tellement. Par contre, tu as Zapier. Et en fait, Zapier, du coup, ça t'ouvre la porte à 8000 outils à peu près, ou 9000 outils. Et sinon, en fait, tu viens créer ici et tu crées ton propre... si toi, tu as ton propre MCP, j'en sais rien, pour ton propre outil, hein, ton outil Mhm. perso, tu peux venir le connecter ici. Ce qui fait que l'agent va être capable d'aller récupérer de la data, la lire, filtrer, créer quelque chose, toutes les actions qu'on pourrait imaginer. Et voilà, t'as aussi, j'ai trouvé sympa ça, une notion d'approval, donc de validation de l'utilisateur. De nouveau, si on fait du human in the loop, la notion de transformation de data, et Mhm. voilà. Mais après, pour arriver à quelque chose, honnêtement, hier je me suis un peu amusé, ça plantait, ça crachait. Il faut que je m'entraîne encore un petit peu, et puis que j'essaie de faire des trucs. Mais de nouveau, tout ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est exactement ce que je voulais pas, parce que ça existe depuis belle lurette. C'est le truc où tu fais un rag et il répond à un rag, quoi. Enfin, ça on connaît. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de voir ce côté widget, c'était de voir ce côté passage d'un agent à l'autre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que de nouveau, puis c'est ce qu'on dit depuis longtemps, ça reste que en fait, tu dois, malgré que c'est de l'IA, etc., il faut penser à tes use cases, il faut penser à tes chemins, il faut penser à tes conditions logiques. C'est pas pour rien qu'il y a une branche logique si il faut penser à des boucles, il faut penser à voilà à human in the loop, il faut penser à la transformation de data. Donc encore une fois, ça va. Quelqu'un qui est pas capable aujourd'hui de faire un truc dans N8N, dans Make ou dans peu importe où, il sera incapable de faire quoi que ce soit là-dedans. Ça, il faut pas rêver. Mais en fait, c'est un peu ça, pour faire le gars chiant, comme d'habitude. La problématique que je vois, c'est que, tu vois, depuis avant, on dit que donc ils visent les développeurs sur la sortie de cet outil, etc. Enfin, dans le sens où, dans tous les cas, quelqu'un qui n'est pas du tout technique ne pourra pas utiliser ça. Mhm. Mais au final, quand tu es dev ou quand tu as des notions de dev, ces outils rajoutent une complexité qui n'est pas nécessaire, tu vois, et surtout une bride. C'est ce que je te disais hier. En fait, au final, ça, et comme tu l'as dit au tout début, avec des frameworks comme Langchain, LangGraph qui sont leaders un peu là-dessus, sur la création d'agents, des systèmes agentiques, ça se fait depuis des mois, tu vois, actuellement, en simple code. Et donc, en fait, je trouve que le positionnement, il est un peu bizarre. Parce que tu sors ça, c'est pour les devs, mais les devs, je pense pas qu'ils ont besoin de ça. Je pense pas qu'ils Ouais, demandent ça, en fait. Enfin, peut-être que je suis biaisé et que je me rends pas compte et du positionnement et de la demande qu'il y a en face, ouais. mais j'ai l'impression que c'est une surcouche supplémentaire qui n'est pas nécessaire.
Ouais, C'est le problème qu'on a eu, nous, avec Anutel, au bout d'un moment, si tu veux. oui, ouais, c'est juste. Après, je pense qu'il y a un point qu'il faut pas sous-estimer, c'est que de nouveau, Sam Altman le disait dans la présentation, voilà, on a parlé aux entreprises, donc vraiment, puis Mhm. lui, quand il dit entreprise, c'est plutôt des gros trucs. Oui, On a parlé aux entreprises, on a demandé ce qu'ils avaient besoin au niveau oui, agentique. ouais, Et apparemment, les entreprises, tu vois, là, je te parle de gens où les devs en interne doivent bosser avec les équipes, avec les équipes produits, ouais. avec voilà. Là, c'est top, tu vois. Mais c'est vrai que de nouveau, je pense qu'en termes de volume pour OpenAI, c'est énorme parce que c'est des boîtes qui leur payent des dizaines de millions par année. Puis nous, à l'échelle suisse, ben, on a de la peine à se représenter parce C'est que tu as vrai. soit des devs qui font des trucs et là, ils codent, soit des gens qui comprennent rien au code, qui veulent pas comprendre et que du coup, il leur faut des trucs hyper simples et ce produit, il est un peu au milieu. Je suis d'accord avec toi. Mais Donc, au est-ce que final, le futur, c'est pas des gens un ouais, peu hybrides, tu vois, comme toi, finalement? ouais, bah moi je suis assez convaincu de ça dans le sens où je pense que les gens plutôt métiers devront devenir un peu plus tech Ouais, et les gens tech devront devenir un peu plus métiers. Parce clairement. que finalement, ça te permet de couvrir beaucoup plus un spectre beaucoup plus large. Et aujourd'hui, on le voit bien, d'être spécialisé, ultra spécialisé, c'est pas l'avenir. Donc ouais, c'est assez C'est vrai. juste. Et peut-être que ce genre d'outil justement le montre. C'est que c'est WYSIWYG, mais what you see is what you get, mais c'est quand même tech derrière. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est une variable, il faut comprendre un flux, faut être capable après aussi de le déployer, ce machin, parce qu'il faut le déployer, il faut l'intégrer dans un projet, ça doit être du Next.js, enfin tu vois, il y a un Ouais, chat UI, il y a des SDK, il y a ouais, plein de trucs à comprendre quand même si t'es pas tech. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce clairement. point de touche à tout. Ouais, Ah ouais. Ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue de spécialisation ou ouais. généralité. Moi, le premier point que je vois sur le touche à tout, c'est que au final, tu connais beaucoup, mais pas grand-chose. C'est que il y a plein d'éléments où tu ne pourras pas aller au bout, donc tu devras toujours faire appel à quelqu'un derrière pour déployer ou avoir cet Alia? aspect sécurité ou typiquement ça. Ouais. Et, euh, Et le deuxième point, en tout cas, moi, de ce que je relève, de ce que vous étiez en train de discuter, c'est vraiment, encore une fois, bon, après, c'est normal dans les innovations, hein, c'est toujours comme ça, mais c'est vraiment, en fait, ce point de rupture où nous, typiquement, on regarde cet événement-là, donc on essaye d'être à jour, on teste, on regarde ça ensemble, et au final, derrière, on a quand même ce gap qui est énorme, où les entreprises sont à se dire aujourd'hui, est-ce qu'on utilise ChatGPT ou pas, quoi. Ouais, ça c'est clair, c'est le deuxième point. Mais après, encore une fois, Yann, il a très juste là-dessus, c'est que notre marché, il reflète. Donc on est en Suisse romande, hein, pour les gens, il reflète pas non plus le reste du monde. Non. Loin de là, et heureusement. Donc nous, on a un prisme là-dessus où après c'est clair, hein, on peut faire un point là-dessus, mais les entreprises sont à des années-lumière Mm. de mettre en place tout ce qui a été cité. Ça n'empêche que c'est comme chaque révolution, ça va hyper vite aux US ou autre part, hein, dans le pays où elle est construite. Et puis le reste du monde après suit et est obligé de s'adapter. C'est un peu ce qui est Ouais. en train de se passer. Ouais, mais tu Bah vois, clairement, hein. Clairement, je pense que je lisais sur Twitter justement deux trois. Je vais pas les appeler influenceurs parce que je pense que c'est plus, c'est quand même des gens qui sont. Il y en a quelques-uns sur Twitter américains qui sont des paroles assez écoutées de l'IA, donc qui sont vraiment entre l'influenceur, mais ils sont très proches de gens comme Altman, Tsu, qu'ils ont des interviews avec et tout qui disait voilà, il y a déjà une multitude de boîtes aux US. C'est des boîtes, genre, je sais pas, 2 3 10 000 employés. Donc, c'est quand même, pour les US, c'est une boîte de taille respectable. C'est pas non plus une big boîte. Où en fait, ils ont complètement, enfin, tout ce que nous, on adore, genre le côté sprint, le côté innovation, le côté mixer des techs avec des non-techs et se trouver un peu au milieu, faire du vibe coding, utiliser de manière innovante des agents conversationnels, genre pour, je sais pas, tu vois, tu as un petit agent sur Slack et tous les soirs tu fais une dictée de ce que tu as fait comme avancée dans la journée, ce qui te bloque et tout, puis après tu analyses ça pour faire une self. Enfin, j'ai vu plein de trucs assez cool comme ça. Et ça, par exemple, en Suisse, t'as zéro. Zéro, quoi. On est en immense lag dans le marché, je pense, de manière globale sur toute l'Europe. Mais c'est normal que la technologie, elle soit hyper en avance par rapport à ce que le marché, le gros du marché suit.
on est en avance, enfin là, on est tôt dans la vague si on pense bien. Et la Ouais. technologie, elle est clairement. Bah, tu vois, par exemple, on parlait l'autre jour de la Suède en tant qu'early adopter. Là-bas, c'est des fous. Là-bas, j'ai vu bah, Lovable, tu vois, c'est suédois. Et du coup, ils partagent beaucoup leur. Alors peut-être c'est un biaisé parce que du coup, forcément, ils sont en Suède, le produit est plus connu là-bas. Mais ils partageaient un peu les succès. Et là, il y a trois gars. Pourtant, tu vois, c'est pas forcément des gens jeunes ou quoi que ce soit. Ils sont à 1 million d'ARR déjà, les trois là. Ils ont lancé leur app via Lovable. Enfin, c'est un truc qui tourne à la base, en tout cas, qui était sur Lovable il y a 6 mois. Donc, tu Ouais. vois, je pense que et ils interviewent des gens dans la rue, ils leur disent qu'est-ce que tu construirais si tu pourrais construire une app. Enfin, tu vois, il y a une autre approche. Et tu vas demander à quelqu'un dans la rue, à Fribourg ou à Sion ou à Lausanne, tu construirais quoi si tu pouvais construire une app? Enfin, tu vois, Une non, quoi? mais les gens, ils ont pas, on n'a pas la même approche par rapport à tout ça, je pense. Mais c'est là qu'on a aussi un travail à faire, hein. Puis, heureusement qu'il y a des gens comme nous et comme d'autres finalement qui démocratisent, pas pour nous jeter des fleurs, mais ça, sinon on serait complètement foutu. Et c'est un peu l'approche qu'on a sur ce qu'on propose et qui est juste, c'est de montrer aux gens ce qu'il est possible de faire, leur donner l'outil dans les mains, qu'ils aient une compréhension de l'outil. Et d'une fois qu'une personne qui a une connaissance métier a la connaissance de l'outil, et ben elle peut tout mettre en œuvre, mixer les deux et sortir des applications métiers de par ses connaissances qui font sens. Donc vraiment, en fait, c'est juste un manque de connaissances globales. Là, on a eu des interviews avec Yann pour une boîte qu'on va accompagner. Bah, en fait, moi, j'ai eu deux personnes qui n'utilisent pas du tout ChatGPT. Parce que ça leur fait perdre du temps actuellement Mhm. d'utiliser ChatGPT parce qu'elles n'ont pas encore eu cette courbe d'adoption. Tu vois un peu l'idée, hein. Et puis là, on parle de builder d'agents que OpenAI a sorti. Ouais, ouais. C'est un saut quantique. C'est un saut quantique, littéralement. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours comme ça un peu dans les Bien innovations, hein. sûr. C'est des choses qui prennent du temps, mais là, je trouve que ce qui est intéressant comparé à d'autres innovations, c'est qu'en fait, là, ça avance hyper rapidement. Typiquement, Parce qu'il y a simplement, des budgets. ouais, et simplement, en fait, sur ce mois de septembre, les avancées ont été énormes. Donc, il y a un peu ce truc de se dire qu'il y aura toujours, en fait, même dans 2 3 ans, des années-lumière de différence où, après, Bah, c'est comme vous l'avez dit, ça s'adresse à d'autres marchés, à d'autres ouais, entreprises. mais le frein là, et de toute façon, ça, tu peux mettre toutes les technologies que tu veux, le frein, il est humain. Ouais, c'est Il clair. y a une Évidemment. inertie en fait qui est énorme. Et de nouveau, je pense qu'aujourd'hui, il y a une inertie parce que a dit Anthony d'un exemple de gens qu'on interviewe là, voilà, qui, bah, ils ont juste pas le temps, ils ont pas compris potentiellement tout ce qu'ils pouvaient faire, etc. Donc là, c'est plus, voilà, ça sort du cadre opérationnel du boulot, il y a une vie de famille à côté, enfin, il n'y a pas Bah le temps, ouais. voilà, point. Mais après, il y a aussi la peur. Parce que clairement, aujourd'hui, de nouveau, enfin, de manière très factuelle, je pense que si on poussait un peu, 40-50% des jobs qui sont faits dans le monde, tu peux les gérer avec ces modes agentiques que tu développerais, peut-être pas tout de suite, mais dans 6 mois, une année. Donc après, la question, c'est si on va trop vite, qu'est-ce qu'on fait avec les gens, quoi? Inclus nous, hein, je veux dire, au bout d'un moment. Donc cette inertie-là, elle va être, à mon avis, assez forte et assez longue. Et je pense Ouais, c'est pas de sûr. nouveau que tout d'un coup, du jour au lendemain, on va se réveiller et puis en fait, des machines nous contrôleront. Parce que, encore une fois, enfin, il y a tout plein de problèmes à régler avant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis il y a aussi, il y a ça qui est intéressant. Il y a le fait de trouver des vrais use cases qui est intéressant pour toutes les boîtes. Parce que là, tu as l'use case du dev. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi. Je pensais à ça pendant que je parlais. Le fait que les personnes aussi, c'est le plus gros frein à l'innovation. Et c'est quand même marrant de se dire que c'est une des technologies les plus incroyables qui est sortie, qui est basée sur du code forcément. Et le Ouais, plus gros frein, je trouve actuellement, c'est les devs eux-mêmes. ouais, C'est quand tu vois discuter, parce qu'en fait, eux, ils protègent leur savoir-faire, mais c'est ouais. humain, hein, c'est, Ouais, enfin, parce que c'est les premiers touchés là actuellement. bah ouais, Mhm. c'est exactement ça. C'est en fait, c'est le premier touché, parce qu'on voit bien, de toute façon, t'as beau dire ce que tu veux, mais on voit bien la tech à quel point elle évolue. Et des purs devs, que ça fait 10 ans qu'ils apprennent ça, et ben ils, ils mettent un frein à ça monumental en disant mais non, c'est pas possible, c'est pas mieux, etc. Ils Ouais, protègent leur savoir-faire et en fait ça aussi ça crée beaucoup de friction, je trouve, mine de rien. ouais. Pas Mais sur des tu sais, grosses boîtes que tu as citées, les équipes IT, ils ont une place là-dedans, tu vois. ouais, mais tu sais, à part ça, tu parles des devs. Moi, je discutais l'autre jour je discutais ce week-end avec quelqu'un qui bosse avec des médecins, des chirurgiens, des gens qui ouvrent Hmm. des cabinets médicaux. Je peux te dire que les médecins, ça c'est lui qui me l'a dit,
Ils lui disent, bah, dans quoi on peut investir maintenant pour se diversifier, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 ou 4 ans, hein. Putain, c'est une folie quand même, hein. Et du coup, tu vois, il disait, c'est pareil pour des avocats. Enfin, honnêtement, tous les gens qui ont dû beaucoup se former pour acquérir une forme de statut avec une grosse barrière à l'entrée par la durée des études, par la complexité, enfin la difficulté des examens. Tu vois, moi, je connais quelqu'un qui a passé son examen de brevet d'avocat. Genre, t'as 80% qui loupent. Enfin, c'est fait exprès, tu vois. On met les barres hautes pour qu'il y ait un nombre limité, puis que ces gens-là, ils aient un statut particulier. Et donc, tous ces gens-là, que ce soit par la complexité technique comme les devs, ou par la spécialisation métier, ou la longueur des études, ou ces choses-là, tous ces métiers de statut, bah, ils ont à fond les boules. Mhm. Mais en Ouais, plus, Euh, mais ça me fait penser, c'est normal. ils avaient sorti un ouais. chiffre il y a pas longtemps, je veux pas en dire un parce que par peur de dire des conneries, mais ils expliquaient que typiquement la plupart des gens sur ChatGPT l'utilisaient beaucoup pour demander des avis médicaux en fait. Ouais, ouais, à fond. Ouais, À fond. c'est Après, nous vrai. aujourd'hui, le médical c'est plus accessible, tu vois, on paye une assurance maladie obligatoire, mais dans certains pays, c'est une folie furieuse, typiquement simplement sur l'aspect médical, d'avoir Ouais. quelqu'un qui peut te conseiller Et aussi même chez nous, précisément sur ChatGPT, même Mais en c'est très juste ce Suisse. que mais, tu dis. mais Et même chez nous, en Suisse, tu sais ce que c'est le premier problème en Suisse? Aujourd'hui, un médecin, un gars qui a fait presque 20 ans d'études pour être chirurgien, il passe 80% de son temps à faire des rapports administratifs. Ouais. Résultat, les gars, je m'excuse, mais enfin, je respecte beaucoup les médecins parce ils sont hyper importants pour la population, etc. Mais du coup, par leur situation, je pense aussi, ils sont quand même hyper hautains. Ils ont le temps pour personne. Moi, j'ai eu le cas avec ma fille, tu vois, quand tu as des résultats d'analyse et tout, personne t'explique, on te balance des trucs avec des termes incompréhensibles, personne n'a le temps. Il y a zéro empathie, tu vois, pour le patient. Ton médecin de famille, je sais pas si tu le connais encore. À l'époque, un médecin de famille, c'était le type, il connaissait tes parents, tes grands-parents, il prenait le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de médecin de famille, plus personne veut faire ça. Ton médecin de famille, moi j'avais un médecin de famille, enfin du coup un médecin, c'est pas mon médecin de famille. Le gars, il a dit, je change de métier. ok. Ouais, mais du coup, c'est pas À de leur faute. 45 ans, il a dit, j'en ai marre de ça. Donc, tu vois, aujourd'hui, le truc, c'est qu'en chat GPT, tu peux y aller à 3 heures du matin, tu lui balances tes résultats parce que tu as un problème, tu as potentiellement un truc sur la peau qui pourrait être cancéreux, je sais pas quoi. Tu lui balances les rapports et tu vois, il va t'aider. Il va t'écouter, il va t'aider, il va prendre le temps. Il va toujours te dire à la fin, est-ce que tu veux encore que je fasse une analyse sur ça? Mais oublie, le médecin, jamais, hein. Le médecin, c'est Mais tout l'inverse. Et du c'est coup, la c'est faute bien d'une là le pression problème. administrative folle, tu vois. Au En final, plus. c'est même pas eux. C'est même pas eux le problème. C'est la pression qu'ils ont au-dessus qui font que eux, ils ont pas le temps pour ce que tu disais au début. Ouais, ouais. Mhm. Oui, puis on voit aujourd'hui les généralistes, hein, c'est 30 minutes le rendez-vous, pas plus, pas moins. J'ai Oui, pas puis le il a temps. les yeux sur le. Je sais pas si tu as déjà vu, mais ils ont Ouais, leur ouais. logiciel là, puis du coup, il doit. Enfin, limite. Et d'où on parle d'IA, bah, le fameux truc, c'est quoi, Nabla, là, le médecin sans les mains, solution Ça me parle. française, Ouais. où du coup, Je connais pas. effectivement, je sais pas si ça sort de Doctolib ou quelle boîte, je sais pas exactement, ou si c'est un truc indépendant, mais en tout cas, apparemment, ça cartonne. Bah effectivement, le médecin, il te parle, il est là avec toi, il est présent, et du coup, tu as une IA qui respecte la loi sur la protection des données, etc., qui va s'occuper de gérer tout cet aspect administratif, rapport de consultation, quoi. Mais est-ce que du coup, dans ce cas-là, tu vois, un humain augmenté, enfin, du coup, par ces technos, ferait pas sens? Parce qu'on a vu qu'il y a il y a plusieurs points où mêler les deux sur des diagnostics, c'est pas forcément bon. Dans le fameux exemple qu'on cite tout le temps. Mais si finalement tu arrives à cut cette pression administrative qu'ils ont de part des agents, de part de la techno qu'on a actuellement, bah, je pense que ça ferait beaucoup plus sens pour eux. Ils arriveraient mieux à se concentrer sur bah, écouter l'humain qu'ils ont en face d'eux, faire un vrai diagnostic, avoir ces choses-là. Ouais, bah il devrait le voir comme ça, mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il le voient. Bah, je sais pas, imagine-toi, tu as 35 ans maintenant, t'as encore 3 ans d'internat avant d'être réellement chirurgien, je sais pas où. Ouais. Tu as étudié je sais pas combien de temps, et tout d'un coup, et quand tu as commencé tes études, en fait, c'était justement un truc hyper exclusif, un peu élitiste. C'est clair.
Et tout d'un coup, en fait, cette capacité, enfin, je sais pas, moi, je pense que si j'étais dans la situation, ça me ferait pas méga plaisir, quoi. Mais toutes les études, enfin, en Ah fait, oui. finalement, c'est le savoir de manière générale qui a une problématique. Ouais. Donc, moralité, faites carrossier. Ça ira mieux. Ouais. Ouais, c'est Métier sûr. manuel, clairement. Ouais, Ouais. clairement, c'est pour ça que moi, des fois, je m'amuse aussi à vous poser la question en fin d'épisode, comment vous voyez l'avenir, parce que c'est un exercice assez amusant à faire en général, mais si on prend du recul là-dessus, tout le monde est perdu en fait. Les choses avancent vite, on a de la peine à avoir une perception même floue de l'avenir. De toute façon, on sait que bah, beaucoup de secteurs vont être bousculés, que On sait pas. l'administratif va changer. Il y a certainement plein de choses qui vont évoluer, donc à quel point, puis de toute manière, l'adoption sera plus longue que ce qu'on croit, hein. C'est pas, je pense pas que ce sera, on en a pas mal discuté, donc Mais pas oui, il y a le besoin de frein humain. forcément revenir là-dessus. Exactement. Et Il puis y a le après, frein humain. Une technologie, elle peut pas être adoptée plus vite que ce que les gens veulent bien l'adopter. Même si la techno elle-même, elle va méga vite, de toute manière, tu vois, même si cette techno, par exemple, tu te dis, bah, pour toutes les grosses corporations, c'est génial parce qu'en fait, tu peux licencier 90% de la boîte et continuer à produire et même produire plus. Mais de nouveau, il faudra laisser le temps, si c'est le cas, si on va vers ça, c'est-à-dire que c'est des machines qui produisent la plupart de la valeur sur Terre, bah dans ce cas, il faudra laisser le temps à l'économie de se dire bah comment on taxe cette valeur et qu'est-ce qu'on fait de tous les humains qui sont là. Tu vois, donc là, je te parle le temps que l'État se décide là-dessus, si c'est vers ça où ça va, mon gars, avant 30 ans, il y a pas des machines qui remplacent les gens, hein, ça c'est... Par contre, dans certains jobs, ouais. Dans De toute façon, certains jobs, c'est générationnel. Il ouais. faudra passer 1 à 2 générations pour que les gens, tu vois, qui ont 25 à 35 ans aujourd'hui, soient au pouvoir décideurs, soit dans des big corporations, comme tu as dit, soit à un point de Ouais. vue de l'État, etc. Et que c'est nous qu'on s'est pris cette vague et qu'on se prend cette vague. Ma mère, elle se prend pas cette vague. Tu vois ce que je veux Non. dire? Et puis elle se la prendra jamais. En fait, il faut pas qu'on réfléchisse sur. C'est impossible en fait que le monde se prenne ça en pleine face. C'est comme de dire à ma grand-mère de se faire un compte Instagram. Enfin, tu vois, mhm. c'est générationnel. C'est notre génération. Je sais pas te dire une tranche qui est en train de se prendre ça en pleine face. Nous, on voit les bienfaits, on voit un peu ce que ça fait, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Tu vois. Donc, il faudra du temps. Ça, c'est sûr et certain. Du temps et du temps. Clairement. Et puis bah on sera là pour documenter ça à l'avenir Très bien. avec les news. On vous tiendra au courant, on vous dira tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut vous partager. Merci les amis d'être venus pour cet épisode. C'était sympa d'avoir fait ce retour Plaisir. sur ce Dev Day. Donc encore une fois, j'ai appris plein de choses, on a bien pu partager. Et moi Allez les construire amis, des agents, les gars. je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao, ciao! Ciao.